Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour notre premier portrait vert en compagnie de Nicolas Escache. Merci d'avoir accepté cette interview. Merci à vous. Pour commencer, je voulais vous demander de vous présenter et de présenter votre parcours. Alors moi je suis géographe, je me suis intéressé d'abord aux pays du Nord qui m'ont très longtemps fasciné. J'ai fait une thèse de géographie sur les relations entre les villes nordiques et baltiques et sur les réseaux qui existent entre ces villes, parce que c'est des villes qui coopèrent beaucoup. J'ai une pratique aussi théâtrale, j'ai fait très longtemps du théâtre. Voilà, j'ai été au cours Cochet, j'ai fait du théâtre, du cirque. Ça a nourri aussi ma pratique parce que j'ai une pratique artistique et sensible très forte. Et après j'ai exercé plusieurs métiers. J'ai accompagné les collectivités dans leur démarche, dans leur diagnostic. J'ai été évidemment enseignant, donc j'ai enseigné à Lyon, à Paris et puis à Caen, campus des transitions que j'ai rejoint en 2016, avant de devenir directeur en 2019. Et puis je suis devenu élu en 2020, maire adjoint en charge de la ville durable et de la transition écologique et conseiller communautaire. On voit que vous cumulez plusieurs fonctions. Quelle synthèse vous faites de toutes ces fonctions et qu'en retenez-vous? Quel est le fil directeur? Je dirais que d'abord, c'est cette diversité-là. Moi, je considère que mon rôle, c'est aussi de faire des ponts. Des ponts entre les modes d'apprendre, des ponts entre les modes de lire finalement une société ou un territoire. Le fait de pouvoir compter sur l'analyse, mais aussi sur la dimension sensible, sur la dimension peut-être plus intuitive. Je considère que c'est un atout important. Et même dans ma manière de faire de l'action publique, pouvoir relier par exemple ce qui se passe en cours avec la dimension de défrichage, d'exploration, ce que la génération qui vient aussi peut exprimer de ses besoins, de ses attentes, de ses craintes, et puis ce qu'on peut percevoir aussi dans la manière d'agir dans l'action publique, c'est un pont qui me paraît aussi essentiel. Donc je trouve qu'on a une société parfois qui fonctionne en silo, où on oblige les gens à se définir par l'un des silos ou un autre des silos. Et moi je considère que c'est une force aussi de pouvoir dresser des ponts entre des métiers, entre des modes d'agir, entre des configurations, entre des contextes qui sont différents. Et ces ponts-là, ils sont centraux dans la dynamique écologique d'aujourd'hui. Et justement, en tant qu'élu à la ville durable de Caen, est-ce que vous avez des exemples de projets d'action politique que vous avez menés ici pour traduire ces visions de développement durable, de transition peut-être? Je donnerai peut-être 3 exemples. D'abord, on a défini à l'échelle de Caen-la-Mer et de Caen une feuille de route. Alors, ça peut paraître abstrait de parler de feuille de route quand vous parlez de projet, mais ça structure vraiment la question de la transition sur le territoire. C'est-à-dire qu'il s'agissait de passer du développement durable à la transition. Et la transition, c'est des objectifs, c'est des indicateurs, c'est une mesure de ces indicateurs, et c'est de pouvoir aussi embarquer collectivement à la fois les élus, les services, les habitants de la ville, les entreprises, les associations, autour d'objectifs croisés, communs. Donc une feuille de route, ça sert aussi à ça. Ça sert à définir une vision écologique du territoire, puisqu'il s'agit de réinventer une société écologique locale. Donc on est dans une révolution qui est complète sans doute depuis 5 ou 6 siècles. On doit inventer une configuration sociale, sociétale, un territoire qui a des dispositifs, une configuration différente. Et la feuille de route, elle sert à ça. Elle sert aussi par l'intermédiaire du budget vert, qui deviendra budget carbone, de voir quels sont les investissements qui participent à cette société écologique locale, vers lesquels il faut miser, de pouvoir mesurer l'empreinte carbone du territoire. Donc tout ça, ça paraît abstrait, mais ça structure une action publique. Et en termes de projets très concrets, ça suppose dans les quartiers, puisque la feuille de route s'appelle Caen quartier en transition, dans les quartiers, de faire muter les quartiers pour les rendre plus résilients au monde de demain. Ça veut dire de la végétalisation de l'espace public. On a débitumé 2 fois le jardin des plantes depuis le début du mandat. Ça, c'est très concret. Ça montre qu'on répand, on étend le vert sur le territoire quand on peut, parce que parfois il y a des réseaux souterrains qui ne permettent pas de planter. Ça permet d'avoir de la fraîcheur urbaine. Ça permet d'avoir de la qualité de vie pour les quartiers. Ça a des propriétés, parce que parfois on plante aussi des comestibles, donc on peut aussi se nourrir, y compris dans les quartiers, avec des vergers publics. C'est un exemple concret. Les mobilités sont un exemple aussi très important. Il faut qu'on puisse diminuer, non pas interdire la place de l'automobile dans la ville, mais diminuer cette place. Et le fait d'amener des espaces cyclables express, des voies express cyclables, de pouvoir avoir des arceaux vélos, des stationnements vélos, de pouvoir créer une culture du cyclable. On a par exemple au niveau du tunnel Sorel, donc qui passe de la prairie au centre-ville, créé une œuvre d'art en street art qui permet, quand on passe à vélo, d'avoir un effet d'optique. Ça aussi, créer de la convivialité, de la culture autour des nouvelles mobilités, c'est une manière de voir la ville différemment.
On comprend que vous adorez et c'est votre approche de mêler abstrait et concret. Dans le cadre de la création de la cofondation avec Patrick Schneider de la Maison de l'écologie culturelle, comment vous exprimez cette fusion entre culture et nature et action politique et comment vous souhaitez la faire l'illustrer? Alors la culture, elle est fondamentale pour faire advenir l'écologie. D'abord, elle permet d'accélérer la mobilisation écologique parce que ce qui manque à l'écologie, c'est que l'écologie est très rationnelle. C'est une chose d'avoir des chiffres, d'avoir des statistiques, d'avoir des données. C'en est une autre de savoir que l'espace, l'arbre que l'on voit au quotidien, que l'espace vert dans lequel on se promène peut être en danger demain. Il faut créer la sensibilité écologique. Ça, c'est très important d'être non pas seulement sensibilisé, mais de mobiliser toutes nos intelligences, l'intelligence rationnelle, mais aussi le cœur, l'empathie, la relation concrète, intime avec le vivant, la relation manuelle, c'est-à-dire se dire on a une place, on peut agir parce que manuellement on peut faire des choses, on peut monter des projets et ça a un impact. Et quelque part la culture, qui n'est pas d'ailleurs résumable qu'à l'art. La culture et l'art sont deux choses différentes. Dans la culture, il y a l'approche artistique, mais beaucoup plus largement, il y a le rapport à la langue, il y a le rapport à notre histoire, à notre patrimoine, il y a nos généalogies, d'où on vient. Et tout ça, ça amène une dynamique sensible, une dimension sensible à la question écologique. Et ça, c'est très important. Deuxième élément, c'est que la question culturelle, c'est ce qui nous rassemble. La culture, c'est ce qui nous permet d'avoir une histoire commune, un récit commun. C'est ce qui nous fonde, au fond, d'où on vient en tant que communauté, en tant que territoire. Et ça prolonge, ça crée une prolongation par l'écologie, parce que l'écologie n'est pas nouvelle. D'abord, elle s'est posée dans les années 60, au 19e, de manière très forte. Et puis le territoire a connu des changements. L'industrie, le post-industrie, c'est des changements majeurs. Les mutations agricoles sont aussi très importantes. Et ça inscrit l'écologie dans une somme de changements du territoire et dans une somme de changements particulière du territoire. On ne mènera pas l'écologie partout de la même manière, en un territoire ou en un autre. Et donc la culture, ça indique qu'il faut prendre en compte la personnalité du territoire, son évolution et comment on s'inscrit au bout de ce processus-là. Et puis la culture, c'est l'apprendre, on en parlait tout à l'heure, mais c'est de remettre l'apprendre au cœur de la dimension écologique. Et ça, c'est très important. Considérer que dans une société où on valorise parfois la puissance, la compétitivité, la maîtrise, c'est de dire non, l'écologie, c'est l'humilité, c'est de ne pas savoir, c'est de naviguer, c'est d'expérimenter. Et la culture, c'est ça aussi. C'est défricher, c'est créer sur un terreau qui est un terreau inconnu, c'est de pouvoir fertiliser, c'est-à-dire de nourrir les compétences, les forces, les énergies, et de pouvoir les prolonger, de pouvoir les mettre en lien. La culture, c'est aussi ça. Et au fond, c'est une nouvelle manière d'être en société ou d'agir. C'est une manière qui est moins réglée, réglementée, régulée, où on trouve moins des solutions. Moi, j'aime pas l'écologie des solutions, où on aurait des problèmes et des solutions, mais où on s'oriente sans forcément savoir où on va aller. Oui, je trouve que c'est très judicieux comme image, comme Bruno Latour qui questionne où atterrir, et de faire le parallèle entre cultiver les esprits et les territoires. Donc c'est un parallèle très intéressant. Autre question peut-être plus personnelle, vous êtes géographe, on le sait, on le comprend, vous avez fait l'ENS de Lyon, et vous avez fait le choix de travailler sur les territoires baltiques et nordiques, et pourquoi cette sensibilité propre à ces territoires en particulier? C'est une très bonne question. Alors d'abord, c'est un amour cartographique. Moi, je suis tombé amoureux des pays nordiques en regardant les cartes, parce que je suis un amoureux des îles. Et dans les pays nordiques, vous avez plein d'îles, des archipels énormes. Et en fait, à chaque fois que je voyais ces archipels, je me disais, mais chacune de ces îles, c'est un écosystème en soi à découvrir. Donc il y a un plaisir, je dirais, de la carte et une envie de la découverte, une curiosité qui s'exprimait devant ces cartes. Après, quand je m'y suis rendu, instantanément, je me suis senti bien. D'abord parce que c'est des échelles de villes assez réduites, des échelles humaines. C'est des échelles assez horizontales, c'est des villes très horizontales, où la nature est très présente. On sort vite des villes, on est très vite au milieu de la nature. Et moi, j'ai une sensibilité à la nature très jeune. J'ai une partie de ma famille qui vient des Pyrénées orientales. Je vivais en vacances l'été dehors, j'allais aux champignons, j'allais en forêt. J'ai été très, très vite sensibilisé en fait, au rapport à la nature très direct. Mon grand-père travaillait le bois. Donc j'étais dans ces ateliers, je voyais le travail du bois, de la ressource jusqu'à la fabrication de l'objet. Et je crois que ça m'a construit vraiment dans cette vocation et cet engagement écologique. Donc ce lien entre un territoire qui me parle
et en même temps un territoire qui a inventé l'écologie. Il faut dire que les pays nordiques ont été des pays pionniers dans les grands textes d'écologie. Le rapport Brundtland, évidemment, la charte d'Aalborg. Donc les grands textes qui aujourd'hui influencent les actions écologiques viennent de ces pays-là. Donc je ne pouvais pas ne pas m'y intéresser pour cette raison-là aussi. Et donc j'ai commencé à travailler au départ sur les réseaux, les mises en réseau entre ces villes, sur le patrimoine de la Hanse, parce qu'il y a une histoire longue de la Hanse qui est réactivée aujourd'hui pour mettre en lien les villes. Et je me suis intéressé ensuite à l'agir, c'est-à-dire comment on agit dans ces villes-là, comment on traduit ces innovations, comment ces innovations ont une définition très différente de la définition française. On n'a pas la même définition dans les pays nordiques ou en France de ce qu'on appelle l'innovation, de ce qu'on appelle l'ingéniosité, du rapport très direct au réel, à l'espace. Et en tant que géographe, ça m'a intéressé de questionner quel est leur rapport à l'espace, qui est très différent du nôtre, et dans une vocation d'écologisation des sociétés, comment ce rapport immédiat, où on fait avec le réel, dans les pays nordiques, on ne contraint jamais le réel, on fait avec, on abandonne la maîtrise, quelque part, pour laisser faire, pour laisser aller, pour laisser couler, pour considérer l'existant, pour trouver des sillons dans l'existant. Et je trouvais ça fascinant, parce que c'est exactement ça l'écologie. L'écologie, c'est de ne pas forcer les territoires, mais c'est d'aller trouver dans l'existant, de l'humain et du non-humain, des leviers pour aller dans une meilleure santé, une meilleure qualité, et au fond un meilleur bonheur du territoire. Et quand je parle de bonheur, je parle du bonheur des humains, mais je parle aussi du bonheur des non-humains. En parlant de ces territoires, comment imagineriez-vous les territoires de demain, la ville de demain ? Une ville conviviale déjà, une ville conviviale, c'est-à-dire une ville où les habitants ont pris en main et pour lesquels les municipalités ou les collectivités ont permis de prendre en main leur devenir. C'est-à-dire une ville où, au fond, par des systèmes de living lab, d'ateliers, de fab lab, par une action publique qui facilite, qui accompagne, une ville où on crée en commun. Où on crée en commun et on décloisonne. C'est-à-dire on a autour de la table des habitants, quels qu'ils soient, des entreprises, des acteurs publics, et on chemine ensemble. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je dirais que c'est une ville où on apprend, je l'ai évoqué, où on continue sans cesse d'apprendre, c'est-à-dire une ville où l'ensemble des espaces publics, des territoires sont apprenants, mais une ville aussi où les musées, les écoles, les universités, les centres socioculturels de quartier, les théâtres, sont des centralités dans la ville, constituent les vraies centralités. Vous savez, une municipalité, un hôtel de ville, ça s'appelle la maison commune. Mais il y a plein de maisons communes. L'hôtel de ville, c'en est une, mais il y a aussi un théâtre, c'est une maison commune. C'est un espace où on vient écouter une pièce pour se questionner sur son devenir, pour se sensibiliser, pour se re-questionner. Et on sort d'une pièce de théâtre en ayant envie de faire muter le territoire qui nous entoure différemment. Donc ça, c'est très important. Une ville plus juste, parce que la justice, elle doit être au cœur de la question écologique. Donc une ville plus juste, c'est une ville aussi qui partage. C'est une ville qui est solidaire. C'est une ville aussi qui produit en autonomie locale, de plus en plus, parce que la production locale, alimentaire, énergétique, va de pair avec la justice, par rapport à la question des prix de l'énergie, de l'accès, de la qualité. L'accès, ce n'est pas seulement le prix, c'est un prix juste, un prix accessible, mais aussi un prix qui relève d'une qualité alimentaire forte. La précarité alimentaire, c'est la question de l'accès, mais aussi la question de l'accès à une qualité d'aliments, une qualité d'alimentation très très forte. Donc c'est une ville plus juste, qui permet aussi peut-être, sur certains aspects, de la gratuité. Je pense à la question alimentaire, par exemple. C'est moins facile sur la question des transports, parce que si on veut avoir un vrai levier d'investissement dans les transports, la gratuité n'est peut-être pas la solution dans des villes plus grandes comme Caen, avec un fort niveau de service. Caen a un fort niveau de service. Mais peut-être dans l'alimentaire, il y a des choses à inventer autour de la gratuité, de l'accès gratuit à une alimentation de base. L'accès aux services publics aussi, l'accès à la culture, là aussi il y a des choses à faire au niveau de la gratuité. La collectivité propose beaucoup d'événements, d'activités gratuites. C'est pas toujours assez su, et c'est un élément aussi important. Et puis une ville enfin qui met le vivant non humain au cœur de son dispositif. Une ville de demain, c'est une ville qui ne se construit pas autour de la société humaine, mais autour de la santé, de l'équilibre, du non-humain. Et ça veut dire que la centralité, c'est peut-être le parc, c'est peut-être la trame verte fonctionnelle qui va être au cœur de cette ville-là. Peut-être qu'on va aussi activer, on va produire autour d'une collaboration avec le vivant. On va régénérer les vivants par cette production. Ça fait référence au métabolisme territorial, comment on invente des métabolismes territoriaux où les déchets deviennent des ressources
et où la production, y compris industrielle ou artisanale, participe à la santé du territoire et aggrade la santé du territoire. Voilà, donc c'est une ville plus conviviale, c'est une ville plus apprenante, c'est une ville plus juste et c'est forcément une ville plus verte. Merci pour cette démonstration d'une ville idéale. Et maintenant, j'aimerais questionner plus le directeur du campus des transitions, puisqu'ici, nous sommes dans le campus des transitions, dans le sauna littéraire du campus des transitions. Qu'est-ce que vous diriez de ce campus? Pensez-vous qu'il est inscrit dans les dynamiques contemporaines et si oui, comment? Oui, il est inscrit complètement dans les dynamiques contemporaines, y compris dans la manière de muter. C'est-à-dire que ce campus, il a vocation aussi à accompagner ces dynamiques, sans forcément tomber dans les effets de mode. Parce que dans la transition, il y a des effets de mode. Il y a un vocabulaire qui arrive et puis qui part. Il y a des méthodes qui, parfois, ne font pas long feu. Et donc, il faut que ce campus soit capable aussi de prendre de la hauteur par rapport à la mode, mais par contre, d'être inscrit complètement dans l'engagement qui est celui de la société. Pour moi, le campus, il a cette vocation de former des engagements. Des engagements personnels, mais des engagements collectifs aussi. Donc, il apprend à faire en commun. Il apprend à faire forcément sur les territoires à plusieurs échelles, du territoire local au territoire international. Mais ça reste du territoire. Le territoire international aussi a ses racines. Ça passe par des lieux, des traductions de lieux. Quand on écrit un texte de loi, forcément, ça se configure aussi dans des lieux. Et donc, il a vocation aussi à accompagner ces territoires sur le long terme. Il forme donc des transitionneurs, c'est-à-dire ceux qui vont transformer ces territoires, que ce soit pour conduire cette transformation ou pour l'accompagner, la faciliter, pour la faire advenir par de la sensibilisation. Donc vous voyez que les registres professionnels sont très nombreux. On peut être celui qui va impulser, on peut être celui aussi qui accompagne, qui facilite, on peut être celui qui plante la graine quelque part de l'éveil. Donc on forme aussi à une variété de registres extrêmement différents. Et puis ce campus, mais on va peut-être y revenir, il a une âme, une identité qui est très forte par son échelle humaine, par sa convivialité. On est des petites promotions, 150 étudiants à l'échelle du campus. Donc on peut aussi mettre en œuvre des manières de faire, des manières d'apprendre différentes, avec des pédagogies immersives, des pédagogies alternatives, une conduite de projet, de l'expérimentation. Ce matin, on a travaillé sur une expérimentation, par exemple, sensorielle. Donc on a travaillé à partir de théâtre sensoriel pour voir comment on perçoit l'espace, pas seulement à travers la vue, mais aussi quand on a les yeux fermés, les sons, le fait de toucher l'espace, etc. Donc le fait qu'on soit un campus à échelle humaine permet ça aussi, de mettre des dispositifs en place qui sont des dispositifs relativement innovants et alternatifs par rapport à la manière d'enseigner aujourd'hui. Vous avez un peu devancé l'une de mes questions, mais quelle trajectoire ont les élèves du campus des transitions? Alors déjà, il faut dire qu'ils ont une trajectoire qui est équilibrée entre public et privé. On a à peu près le même nombre d'élèves qui vont vers le public et le même nombre qui vont vers le privé. 50%, 50%. Alors certains aussi se dirigent vers l'entrepreneuriat. On a de plus en plus d'étudiants qui montent leur cabinet d'études, de conseil, ou qui, au sein des institutions existantes, transforment. Donc souhaitent transformer de l'intérieur, quelque part, ces institutions en amenant des référentiels, par exemple des référentiels étrangers, des méthodes différenciantes, une nouvelle manière de s'organiser, de mener un projet. Donc il y a des étudiants qui souhaitent travailler de l'intérieur les systèmes, ou bien aussi questionner les systèmes de l'extérieur, avec des engagements qui sont des engagements beaucoup plus d'entrepreneuriat ou de montage de projets ou de créativité. Et donc les deux se répondent et les deux finalement se font écho. Les profils de métiers alors, sont très différents. Ça peut être des missions dans la transition écologique, par exemple au sein des collectivités. Ça peut être de l'accompagnement conseil. On a énormément d'étudiants qui vont vers le conseil. Parce qu'il faut pouvoir évidemment, quand on parle de transformation, documenter ces transformations, réaliser des diagnostics de territoire, des diagnostics d'organisation. Si on parle de RSE par exemple, ou d'organisation à mission, il faut qu'on puisse réaliser un diagnostic du quotidien de l'organisation, de son fonctionnement. Donc beaucoup d'étudiants accompagnent ces diagnostics-là. Et puis on a des étudiants aussi qui vont travailler sur l'espace public, qui vont travailler aussi sur les mutations de facilitation ou d'accompagnement au changement, notamment envers des publics à la fois habitants, dans des associations. Voilà, donc je dirais que ces trois leviers-là, c'est conduire l'action au sein d'entreprises ou au sein de collectivités, c'est documenter par l'étude, par le conseil, par le diagnostic, et puis c'est faciliter, mettre en lien, avoir un rôle quelque part de tissage de réseau dans la transition écologique.
Une autre question sur le campus. Si on vous demandait de définir ce campus en un seul mot, lequel choisiriez-vous? Je dirais humain. Moi, je veux mettre l'humain au cœur du campus et faire de ce campus un espace vivant. Je pense que c'est essentiel, vivant dans le sens où les choses peuvent bouger, évoluer, parce que la société évolue. Les réflexions ne sont jamais figées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de certitude. On ne sait pas exactement quelle est la bonne méthode, on ne sait pas quel est le bon levier, on ne sait pas vers où on va. Mais on apprivoise cette incertitude. L'écologie, c'est ça. C'est une perspective qu'on n'a pas dessinée d'avance. On navigue en terre agitée et il faut qu'on puisse apprendre à s'orienter. Et pour moi, le campus, c'est un espace où on forme des étudiants à s'orienter. On leur donne des outils pour s'orienter. Ça veut dire qu'on ne va pas leur imposer une ligne directrice. On ne va pas leur dire « vous ferez ça à l'issue du campus ». On va leur donner des outils pour qu'eux-mêmes développent ces lignes-là et ces pistes-là. Et puis l'humain, c'est aussi la question de la vie étudiante. C'est le fait qu'on soit un campus, encore une fois, à échelle humaine, fait que c'est assez familial, qu'il y a une vie collective. D'ailleurs, au sein de la communauté éducative, c'est-à-dire entre l'administration, la direction, les enseignants, les étudiants, mais aussi au sein des étudiants eux-mêmes. Et donc, c'est comment cet espace est un espace de vie. Là, on est dans un sauna littéraire. C'est un bon exemple parce que je pense que le fait d'avoir reconfiguré certains espaces qui étaient sous-utilisés pour en faire des espaces vivants, de réflexion, de prise de hauteur, peut-être de moments de convivialité, de micro-débats ou interventions, bah, ça participe complètement au fait d'avoir de la vie. Le fait d'introduire aussi la culture, je ne sais pas si on parlera de l'œuvre et des questions des œuvres culturelles, mais introduire l'art et la culture au sein du campus, c'est quelque chose aussi qui est important parce que ça participe à cette vie au quotidien, revivifier nos pensées, nos méthodes et nos manières d'agir. On parlait de culture et justement je voulais vous demander quel ouvrage vous nous conseillez pour nous ouvrir aux transitions ou même à l'humain dont vous parlez. Bah moi j'adore un ouvrage de Romain Bertrand qui est un historien et qui parle de la manière qu'on a eue de perdre les mots pour dire le vivant. Et il a écrit un ouvrage là-dessus, sur le fait de retrouver progressivement la nomination du vivant, parce que nommer, c'est la meilleure manière de rendre la dignité et de rendre la visibilité aux entités. Et nommer le vivant, savoir nommer un arbre, savoir nommer une plante, savoir nommer un animal, savoir nommer un bout de humus, c'est une façon aussi de rendre visible ce qu'on a invisibilisé, ce qui nous paraît aujourd'hui complètement aseptisé et ce qui est en fait complètement de la vie, quoi. Donc les textes de Romain Bertrand, moi je les conseille vraiment et ils sont pour moi au cœur de la réflexion écologique. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps pour nous parler transitions et nous parler humains. À la prochaine fois pour un nouveau portrait vert.